Interdépendance et impératif de souveraineté, comment l'industrie et les territoires coopèrent-ils? L'économie de guerre demandée par Emmanuel Macron se met-elle en place? L'importance stratégique de la filière aérospatiale justifie de vérifier comment les acteurs économiques et institutionnels s'accordent pour conforter et dynamiser cette chaîne de valeur. Mais c'est un débat que nous comptons bien élargir à l'ensemble des industries en tentant de répondre à la question suivante. Les territoires sont-ils outillés pour développer les chaînes de valeur? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur scène à mes côtés Alexandre Brun, le CEO de Tarmac Aérosev, qu'on présentera dans quelques minutes, Stéphane Delpera, le maire de Saint-Médard et vice-président de Bordeaux Métropole en charge du développement économique et de l'emploi, notamment pour ne citer que ce portefeuille, Thibaut Guillon, le chargé d'action commerciale énergie du Grand Port Maritime de Bordeaux. Et pour conclure ce casting, Anaïs Foy-Gilliste, vous êtes chercheuse associée à l'IAE de Poitiers et directrice associée chez June Partners et co-auteur de la publication Vers la Renaissance industrielle. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce sommet aéronautique et international de Bordeaux. On va commencer avec vous, Anaïs. Depuis la crise sanitaire, on parle beaucoup de souveraineté industrielle et de réindustrialisation. Mais concrètement, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de toucher du doigt un petit peu la situation sur le terrain? Bonjour à tous, je remercie la tribune pour son invitation. C'est une vaste question. En effet, on entend beaucoup parler de réindustrialisation et de souveraineté depuis le début de la pandémie, donc depuis mars 2020. C'est un thème qui a marqué les élections récentes. Pour autant, on ne qualifie pas toujours ce qu'on met derrière souveraineté. C'est-à-dire qu'est-ce que la souveraineté et comment on mesure qu'on redevient plus souverain, quels sont les actifs qu'on classifie comme des actifs stratégiques. Et on ne met pas toujours de profondeur derrière notre ambition de réindustrialisation. C'est-à-dire quand on dit réindustrialiser, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire augmenter le poids de l'industrie dans le PIB? Est-ce que c'est le nombre d'emplois? Et donc, c'est ces indicateurs qu'on peut regarder pour voir l'évolution de l'industrie. Il y en a 4, mais on prend certainement citer d'autres. Le poids de l'industrie dans le PIB. Aujourd'hui, on se rend compte, quand on regarde, que ce soit les statistiques de l'OCDE, de la Banque mondiale ou de l'INSEE, le poids de l'industrie dans le PIB a tendance à rester stagnant, aux alentours de 10% de points de PIB pour l'industrie manufacturière. Par contre, dans les autres indicateurs qu'on peut regarder qui sont plutôt positifs, on voit que la tendance est à la recréation d'emplois industriels après la destruction pendant plusieurs années. Donc à partir de 20 ans, je crois. Bien plus, en fait. Ouais. On a commencé à se désindustrialiser dans le milieu des années 70. Avec une vague beaucoup plus massive à partir du milieu des années 90 et les années 2000. Donc, on recrée l'emploi industriel depuis 2019. Si je mets de côté la parenthèse Covid 2020, on a un solde de création positif de sites industriels. Mais là où il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de vigilance, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est très très critique pour l'industrie. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits depuis mars 2020, tout l'argent public qui a été mis sur la table à travers France Relance, maintenant à travers France 2030 et aussi les plans régionaux, risquent de s'écrouler comme un chapiteau de cartes avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un prix de l'énergie qui devient si élevé que des industriels prennent la décision de mettre des lignes à l'arrêt, voire pour certains, ils risquent de faire des réarbitrages sur leurs décisions d'investissement au profit de pays où le coût de l'énergie est maîtrisé, alors que l'énergie est un avantage comparatif pour la France sur le plan environnemental. Et puis, toutes les autres inflations qu'on connaît sur le prix des matières premières, les composants et les ruptures d'approvisionnement qui rendent donc la situation pour l'industrie française critique malgré un début de réindustrialisation. Et en plus, il y a un sujet sur la conditionnalité des aides autour de l'énergie, en tout particulier sur l'industrie aéronautique. Stéphane, quelle est la situation un petit peu de l'industrie sur votre commune et Bordeaux Métropole aujourd'hui? Et est-ce que vous rencontrez des difficultés à attirer des acteurs industriels chez vous notamment depuis les quelques dernières années, et notamment la crise sanitaire? Quelle est un petit peu la photo à l'instant T de Bordeaux Métropole? Alors, en moyenne, on se situe en termes d'emploi industriel un peu plus de 10%, 10,3%. C'est à peu près la moyenne nationale, derrière des métropoles comme Lyon, Toulouse, mais devant Nantes ou Rennes, par exemple. Bon, donc ça dépend comment on regarde les choses. Mais clairement, depuis une dizaine d'années, on a une reprise, on a des créations nettes d'emplois industriels qui sont positives, autour de 8% de croissance, qui est quand même non négligeable. On profite d'ailleurs d'une situation aquitaine qui est plutôt favorable aussi, et puis de filières traditionnelles, en tout cas dans leur histoire géographique
ici dans la métropole, représenté par le secteur ASD, et qui nous a permis aussi de bien tenir pendant la période de crise Covid. On n'a pas eu les yo-yo en termes d'activité qu'ont pu connaître d'autres villes comme Toulouse, par exemple, où il y a eu un énorme creux à ce moment-là, puisque c'est plus de diversification d'activités. Donc, on a un niveau de création d'emplois qui est soutenu, on a une bonne attractivité. Donc on accueille beaucoup d'entreprises. Après, on commence à avoir des difficultés qui sont liées au foncier, tout simplement. Des problèmes de riches. Voilà, des problèmes un peu de riches. C'est-à-dire qu'on a une grosse pression foncière, en fait, liée aux mobilités également. Je me tourne vers mes collègues du BAS. Donc on a effectivement ces problèmes de riches, c'est-à-dire que sur la métropole se sont concentrés beaucoup d'activités, à un rythme de création d'emplois soutenu. On parle de l'ASD aujourd'hui ou de l'aéronautique spatiale, mais on a aussi la French Tech qui a créé beaucoup d'emplois, plus de 15 000 récemment. On a l'hôtellerie-restauration. Bon. Donc on a un niveau d'emploi qui est extrêmement important. Sur l'industrie, je dirais qu'on est dans la moyenne, avec effectivement des projets importants, notamment portés par la filière ASD, mais aussi l'émergence de la santé, qui devient un acteur important, de la French Tech, je l'ai cité, et puis de filières plus traditionnelles liées à la machine-outil bois, la filière papeterie, agroalimentaire, bon, évidemment à Bordeaux, le vin. Donc voilà, on est sur une croissance qui est plutôt forte ces dernières années. Voilà. Et, pour rester sur la photographie du territoire bordelais, Thibaut, aujourd'hui, quelle est la situation un petit peu du grand port maritime de Bordeaux? Quelle stratégie vous menez pour justement rester attractif auprès de ces industriels? Parce que voilà, vous êtes au final un petit peu le partenaire de ces entreprises qui s'implantent sur le territoire bordelais. Comment ça se passe pour le grand port maritime de Bordeaux, qui je crois c'est sur 100 km à peu près, enfin, la zone de gestion sous votre direction, entre guillemets. C'est ça, bonjour. Oui, le port de Bordeaux, c'est le 7e grand port maritime français. On traite environ entre 7 et 9 millions de tonnes par an de marchandises qui arrivent et qui partent depuis nos infrastructures. Votre question, le territoire est-il bien outillé? Et le territoire est-il bien outillé? Ça passe par un port bien outillé. Et en fait, on fait des mises à jour régulières de notre outillage, de nos infrastructures, pour justement pouvoir accueillir de façon pérenne et efficace tous les industriels qui sont présents sur nos sites. Voilà. Donc dernièrement, par exemple, on a acheté 2 nouvelles grues qui permettent justement de grues grosse capacité, une Godwalt et une Mansinène qui permettent de décharger tous les nouveaux trafics qui arrivent au port de Bordeaux. On a également changé sur ces dernières années justement les 2 dragues, puisque vous savez qu'il y a 2 dragues qui naviguent sur l'estuaire pour justement entretenir tout le chenal d'accès. Donc on a changé ces 2 dragues en 2014 et en 2018 avec la dernière, l'Austrea, qui justement est une drague à injection d'eau, dual fuel, donc une première en France, pour justement draguer de façon environnementalement green, si je peux dire. Voilà. Il y a aussi un sujet sur les hangars, il me semble. Exactement, on rénove effectivement tous les hangars qui sont sur Bassins pour justement accueillir toutes les nouvelles marchandises qui seront susceptibles d'arriver aujourd'hui et demain sur le port de Bordeaux. Allez, pour boucler ce premier tour de table d'introduction un petit peu, Alexandre, je disais tout à l'heure, vous êtes le patron de Tarmac Aerosave, alors vous êtes le spécialiste du recyclage d'avions, donc ma première question, ça sera de présenter un petit peu ce qu'est Tarmac, parce que bon, pour des gens initiés de l'aéronautique, c'est évident, mais pour un public un peu plus, on va dire, un grand public, c'est un peu moins évident, donc je vous demanderai de bien vouloir un petit peu présenter vos missions, et la particularité de Tarmac Aerosave, c'est que vous êtes surtout implanté sur on va dire sur des petits bassins de vie, en tout cas des bassins de vie moins peuplés que Toulouse, Bordeaux. Et donc j'aimerais bien aussi que vous nous justifiez un petit peu ce choix historique dans vos implantations. Bonjour, merci pour votre invitation. Tarmac Aerosave est une filiale d'Airbus, Safran et Suez. Tarmac est présent tout au long du cycle de vie de l'avion avec du stockage, de la maintenance et du recyclage. Nous sommes ce qu'on appelle un acteur de la transition. Il faut savoir que 60% de la flotte aujourd'hui aérienne est louée
et qu'entre 2 périodes de location, il faut stocker des avions, les maintenir et les modifier. Il faut appliquer un certain nombre de SB, de modifications de cabine, voire même de peinture, pour que le nouvel opérateur puisse opérer l'aéronef. Voilà, donc Tarmac est le leader du stockage d'avions en Europe. Nous avons 24% des parkings et plus de 50% des parkings de gros porteurs en Europe. Et nous sommes le leader mondial de l'éco-recyclage. Nos implantations sont aujourd'hui sur 3 sites. Tarbes, qui est le site historique, Teruel en Aragon et Toulouse-Francazal. Donc sur les sites de Tarbes et Teruel, nous pouvons stocker des gros porteurs. Donc ce sont des sites qui ont à peu près 100 à 120 places de white body, ce qu'on appelle white body. Et pour Francazal, on stocke uniquement des moyens courriers, donc un petit site avec une 60aine de places aujourd'hui. Alors pourquoi sommes-nous dans ces régions-là? Bien évidemment, pour des raisons de disponibilité de surface, et puis pour des raisons économiques aussi, vu que le foncier est quand même moins cher dans ces zones. Anaïs, justement, on le voit un petit peu par ce qui a été dit par les 3 intervenants. On parle beaucoup de réindustrialisation, mais il semble y avoir des disparités un petit peu entre les territoires. Du coup, ma question est la suivante, c'est quand on parle de réindustrialisation et d'importer de l'industrie ou de ramener de l'industrie en France, est-ce que tous les territoires sont égaux face à ce sujet? Et est-ce qu'on a des exemples qui illustrent ces disparités qu'il peut y avoir entre une région et une autre, voilà, par exemple entre l'ouest et le nord, ou entre deux départements, 2 communes? Est-ce qu'il y a une disparité, on va dire, géographique? Oui, il y a toujours eu des disparités géographiques. Quand on regarde le développement de l'industrie sur plusieurs décennies, on se rend compte qu'il y a des territoires qui ont tendance à se spécialiser, soit en fonction de ressources naturelles, la chimie à Lyon, soit en raison de l'éloignement d'un danger qui a pu être perçu à une époque. L'aérospatiale s'est beaucoup développé à Toulouse parce que c'était loin des frontières au moment de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu tous ces phénomènes de développement industriel sont liés soit à un aspect historique, soit à la présence de ressources. Et donc, est-ce que tous les territoires sont égaux? La réponse, elle est oui ou non. Oui et non. Je n'ai pas envie de faire de déterminisme. En fait, tout va dépendre du projet que vous voulez développer. Il est évident que si vous voulez développer un projet qui va être très consommateur d'eau et d'énergie, et que vous êtes un territoire qui ne dispose pas naturellement d'eau ou de production d'énergie, vous allez avoir du mal à attirer ce type de projet. Mais vous pouvez attirer d'autres projets industriels qui vont répondre à votre projet et puis aux qualités que vous allez avoir. Donc, soit ça va être des ressources naturelles, ça peut être des infrastructures, comment les infrastructures se sont construites autour du territoire et comment elles peuvent répondre à un besoin des industries. Ça va être la culture industrielle du territoire et donc la disponibilité de certaines compétences. Et ça va être aussi à un moment la capacité des acteurs à coopérer pour servir ce projet territorial. Il y a une chose, malgré tout ce que j'ai dit, qui pourrait contredire ce que j'affirme, c'est que vous avez aussi des industriels qui, à un moment, pour une raison X ou Y, décident de s'implanter dans un territoire. Ça peut faire de lance, en fait. Qui vont être fers de lance. Alors, ça peut être une réponse parce qu'il y a du foncier disponible peu cher, mais ça peut être aussi parce que c'est leur territoire de cœur et qu'ils ont à cœur de s'y implanter et d'y développer une activité économique. Donc finalement, pas de déterminisme et surtout, un des points forts, ça sera toujours la capacité des acteurs à coopérer ensemble pour apporter une réponse aux porteurs de projets. Ça demande forcément du coup une certaine coopération de la part des collectivités locales, si elles veulent développer un tissu industriel, on va dire, naissant. La coopération est toujours bienvenue parce qu'elle permet aussi d'avoir une lisibilité pour les acteurs qui souhaitent s'implanter. Quand vous voulez développer un projet, vous avez tellement d'interlocuteurs qui ont chacun leurs compétences et qui vont vous apporter une réponse en fonction de ce que vous cherchez, que si les acteurs sont capables de proposer une réponse commune et d'accompagner les porteurs de projets dans leur implantation, et ça peut passer par plein de choses, hein. C'est de la mise à disposition de foncier, ça va être des financements pour du CAPEX, ça va être de l'accompagnement sur les recrutements et parfois la capacité à travailler ensemble pour attirer des familles qui viennent de l'extérieur. Et donc, comment on accompagne ces familles dans l'implantation du territoire. Et donc, c'est cette réponse commune qui est clé. Un seul acteur qui va apporter une réponse, par exemple, sur le financement. Si vous n'avez pas de foncier disponible, il est possible que le porteur de projet aille vers un autre territoire où il y aura du foncier disponible, mais peut-être moins d'aide publique.
Et finalement, Thibaut Guillon, de par votre expérience, est-ce que vous estimez que c'est un luxe pour Bordeaux d'avoir un port par rapport à d'autres territoires qui n'en ont pas dans cette stratégie de développement industriel de l'agglomération, mais aussi des territoires voisins de l'agglomération? Alors juste pour rebondir sur ce que disait Madame, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, quand on reçoit un porteur de projet, ce qui est apprécié, en tout cas quand ils viennent chez nous, c'est justement de pouvoir mutualiser tout un écosystème autour de Bordeaux pour pouvoir répondre à plusieurs problématiques d'un coup, éviter de revenir 50 fois au même endroit, et donc justement de pouvoir apporter une réponse effectivement sur l'eau, une réponse sur le terrain, une réponse sur les diverses autorisations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est attractif auprès des industriels qui viennent nous voir. Voilà, ça c'était pour répondre à votre première question. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qu'a dit Anaïs. Finalement, M. Delpera, est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi trop d'interlocuteurs autour des implantations d'industrie et est-ce qu'on le voit, enfin, il y a souvent l'agence d'attractivité régionale, l'agence d'attractivité métropolitaine, Business France qui se rajoute dans la boucle, BPI France qui se rajoute aussi parfois dans des projets industriels. Enfin, ça fait beaucoup d'acteurs parfois sur un seul et même projet. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un besoin de clarté, de simplification du côté de la politique industrielle, en tout cas quand il s'agit d'attirer des industries dans des territoires? En fait, la réponse, elle est complexe parce que la centralisation autour d'un interlocuteur n'est pas forcément non plus très efficace. Enfin, il y a eu quelques expériences nationales qui ont montré que ce n'était pas forcément une très grande réussite. Donc, plus que le rêve d'avoir un interlocuteur unique, je crois que ce qui est important, c'est la capacité de travailler ensemble. On a la chance, nous, d'avoir un écosystème assez incroyable. D'ailleurs, on a reçu l'ambassadrice des Émirats arabes unis il y a quelques temps là, sur l'OIM Aéroparc. C'est vrai que quand vous avez des entreprises comme Safran, Thales, Dassault, Ariane Group, Sabena, etc., qui sont sur le même bassin, vous avez des capacités qui sont fantastiques. Et nous, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on travaille en bonne intelligence avec la région Nouvelle-Aquitaine, notamment. Je vais vous prendre deux exemples. On développe la route des lasers, donc on est en partenariat dans une SEM ensemble, région métropole. Nous-mêmes, on vient de rentrer, c'est la première fois que la métropole le fait à Bordeaux dans les fonds d'innovation de la région. Donc on a chacun un petit peu notre rôle. La Nouvelle-Aquitaine est sur les filières, le grand développement des filières. Nous, on est sur l'accueil, l'environnement, et on parle beaucoup d'infrastructures pour les entreprises, d'accueil, de raisons géographiques, de matières premières, de traditions industrielles, etc. On voit qu'aussi ce qui compte aujourd'hui beaucoup dans les décisions d'installation des entreprises, c'est l'ensemble de l'environnement urbain, en fait, et des aménités urbaines. C'est sûr que quand vous avez un tissu culturel important, une université performante, des hôpitaux de qualité, bon, ça compte au moment où il y aura des décisions d'implantation ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs que aller dans des territoires peut-être plus lointains, c'est pas simplement le problème qui serait moins grand que la métropole de Bordeaux. C'est ces questions-là qui sont en jeu, c'est la mobilité avec l'aéroport. Bon, c'est toute une série d'éléments. Donc, je ne dirais pas qu'il y a trop d'acteurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est que chaque acteur essaye de développer quelque chose de complètement particulier sans tenir compte de ce que font les autres. Voilà. Et après, l'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans les politiques industrielles. Ça, c'est problématique. Donc, je crois que la décentralisation, quand même, au-delà des grands groupes, avec les stratégies nationales et européennes qui ont été évoquées, mais après, quand on est dans la construction d'une politique industrielle de développement vraiment avec les entreprises, je crois qu'on gagnerait à avoir plus de décentralisation plutôt que l'inverse. Quand on compare nos voisins européens, que ce soit l'Italie du Nord, l'Allemagne, le Pays Basque voisin, on voit que les budgets régionaux sont quand même très différents et on voit aussi que les résultats le sont. Je voudrais juste avoir une petite réponse rapide à ma question sur finalement est-ce que le port c'est un luxe par rapport à d'autres territoires, et après je vous ferai rebondir Alexandre sur cette question-là. Mais du coup, est-ce que par rapport à d'autres régions, est-ce que vous estimez avantagé ou c'est un argument parmi d'autres, mais pas forcément un avantage On va dire.
On va dire que c'est un avantage logistique pour les industriels qui sont présents, en tout cas sur le territoire, puisque ça permet d'avoir, si vous voulez, sur Bordeaux, on a de la chance, c'est qu'on a à la fois un port, on a à la fois un aéroport, on a un nœud routier, on a accès au fleuve, on a accès au ferroviaire, enfin on a accès à tous les moyens de transport disponibles. Donc effectivement, quand vous vous trouvez sur ce nœud-là, vous avez des opportunités de développement logistique que certains territoires, effectivement, n'ont pas forcément accès. Donc oui, quand vous souhaitez vous développer, Bordeaux est bien sûr fléché directement. Alors justement, Anaïs tout à l'heure parlait des coopérations territoriales autour du recrutement. Je sais que c'est un sujet pour vous, Alexandre, au sein de Tarmac, parce que vous avez quelques difficultés de recrutement sur justement notamment les sites qui sont éloignés des fameux bassins de vie, en particulier Tarbes. Alors comment ça se passe sur ce sujet-là avec les collectivités locales et la région? Comment vous abordez ce sujet, je le rappelle quand même, qui touche toute la filière aéronautique et pas seulement Tarmac, Aerosef, mais bon. Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés sur le site de Toulouse-Francazal, par exemple, enfin dans les mêmes proportions que le site de Tarbes? Et est-ce que vous avez eu le même quand vous êtes installé sur Tarbes, est-ce que vous aviez le même sentiment d'attractivité et de volonté des élus locaux de Tarbes à vous recevoir que ceux de Toulouse, qui étaient déjà plus développés? Est-ce que vous aviez le même désir? Voilà, je cherchais mes mots. Effectivement, nous avons été fortement touchés par la grande démission, je dirais, hein, le changement après Covid, essentiellement sur les métiers de mécaniciens aéros qui sont en forte tension depuis la reprise du trafic aérien. Mécaniciens qui sont en nombre insuffisant sur le marché. Donc la problématique a été plus forte sur nos sites de Teruel et de Tarbes que sur le site de Toulouse, mais qui est encore une fois un site plus petit avec moins de demandes. Nous sommes donc aujourd'hui contraints de travailler notre marque employeur, de travailler l'attractivité de la région, enfin des régions avec les différents élus, et puis également d'œuvrer pour augmenter le nombre de personnes formées. Donc nous travaillons avec l'UIMM à Tarbes, avec d'autres écoles en Espagne pour augmenter le nombre de mécaniciens sur le marché. C'est un problème d'offre et de demande aujourd'hui essentiellement. Du coup, vous le développez avec les acteurs locaux? Comment vous avez aussi une démarche entre guillemets agressive sur ces métiers en tension, et on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui lancent des opérations de recrutement très ciblées. Un jour c'est autour des femmes, un jour c'est autour des peintres aéronautiques, le lendemain c'est autour des personnes très éloignées de l'emploi pour les mettre sur des entreprises qui sont vraiment en forte tension. Comment Tarmac vous développez cette question? Alors, nous sommes présents sur à peu près tous les salons. Il n'y a pas une semaine sans que nous soyons présents sur un salon en France. Donc bon, ça c'est évident. Mais ensuite, nous travaillons avec les différentes écoles pour augmenter les formations. Nous prenons plus d'apprentis, mais ça c'est un travail à moyen terme. Hein. Et les délais de recrutement sont plus rapides sur Toulouse que sur Tarbes, par exemple? Aujourd'hui, oui, un peu plus. Et vous pensez que c'est lié forcément au bassin, à la taille du bassin de vie qui facilite un petit peu les choses? Il y a plus d'offres, bien sûr. Anaïs, pour relancer l'industrie, les territoires ont-ils des marchés à privilégier dans un contexte de concurrence mondiale? On parlait de recyclage, on parle de report modal, un petit peu avec le port de Bordeaux. Est-ce qu'il y a des compétences que les territoires français doivent aller chercher en particulier pour se démarquer dans une économie qui aujourd'hui est globalisée? Alors peut-être préciser que quand on est d'un point de vue d'un territoire, la concurrence, elle est nationale et européenne avant d'être mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la volonté d'attirer et des compétences et des activités, il y a quand même des batailles qui se jouent entre les régions françaises et aussi entre les régions européennes. Donc ça rend le sujet encore plus compliqué. On le voit sur l'hydrogène notamment, il y a une petite guerre de communication entre les régions. Tout le monde est en train de se disputer un peu le sujet de l'hydrogène, et chacun entend développer son projet. En fait, la question, c'est pas forcément évident d'y répondre, parce que avant de dire, alors il y a des sujets sur lesquels des compétences sont critiques, mais je pense qu'il faut commencer déjà par faire un état des lieux. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai comme industrie existante et quels sont les besoins de cette industrie pour se développer et pour se moderniser et pour aller attaquer de nouveaux marchés mondiaux?
Et donc là, je pourrais peut-être identifier des chemins critiques en termes de compétences à faire venir sur le territoire. Et ensuite, c'est quelle est ma feuille de route territoriale et donc quel marché, enfin quelle industrie j'ai envie de développer sur mon territoire. Et donc, c'est aussi une stratégie à mettre en place. Et si on regarde sur le plan d'industrie, on parle aujourd'hui beaucoup par exemple d'industrie 4.0. Quand vous êtes plutôt dans une métropole, il y a des compétences que vous allez arriver à recruter plus facilement, puisque les compétences liées à la data, à l'IT, à l'algorithmie, tout ça, sont plutôt présentes dans les métropoles que dans des territoires ruraux ou périurbains. Et donc, en fonction de la nature du territoire, des implantations que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément mettre la même stratégie pour attirer ce type de compétences et les retenir sur le territoire. Donc, je sais que je vous fais une réponse de Normand, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse universelle qui pourrait s'appliquer à tous les territoires, parce qu'ils ont chacun leur culture, leur feuille de route et leurs histoires. Pour rester dans cette thématique des filières d'avenir, avec vous, Thibaut, vous êtes en train de faire de la presqu'île d'Ambès un complexe de production d'hydrogène vert, si je ne dis pas de bêtises. Alors, peut-être nous présenter d'énergie renouvelable. D'énergie renouvelable, voilà. J'ai dit une bêtise, en tout cas pas complète. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots ce projet? Et selon vous, est-ce que les territoires, un peu la même question qu'Anaïs, doivent parier sur ces filières d'avenir pour se développer par l'intermédiaire des ports, par l'intermédiaire des parcs industriels déjà existants? Quelle est votre position sur le sujet? Je vous réponds en 2 temps. Déjà, il faut bien expliquer pourquoi on a fait cette stratégie-là. En fait, on est parti du postulat en 2014. On parlait beaucoup des questions énergétiques en 2014, donc on s'est positionné sur un projet européen qui s'appelle PEPOS, qui s'appelait PEPOS, le port à énergie économie positive. On en a entendu beaucoup parler après avec les TEPOS, enfin toutes les déclinaisons. Et donc en fait, on a fait le ratio, si vous voulez, de l'énergie consommée sur le port dans sa globalité et comment on fait ensuite pour baisser l'énergie consommée tout en produisant à côté des énergies renouvelables. Ce qui nous a amené à nous positionner sur d'autres projets européens ensuite, un très récent dont on a présenté les résultats en mars dernier, qui s'appelle H2 Bordeaux, qui visait à démontrer le potentiel de l'hydrogène sur le port, ou en tout cas voir s'il y avait des potentialités de développement. Donc ce projet européen nous a montré que finalement il y avait à la fois un marché pour la mobilité et à la fois un marché pour les industries, qui sont 2 marchés distincts puisque les volumes sont totalement différents. Et donc à partir de là, on a développé une stratégie qui s'appelle, qu'on a nommée Green Physics, et où on s'est positionné effectivement, on a regardé les assets, on parlait tout à l'heure des assets des différents territoires, et il se trouve qu'en Aquitaine, on a la chance d'avoir des énergies renouvelables en puissance et de l'eau industrielle. Donc effectivement, quand vous avez de l'énergie renouvelable à disposition et de l'eau industrielle, vous êtes dans les conditions de base favorables pour l'hydrogène. Et donc effectivement, on a signé l'an dernier avec une société effectivement qui se positionne sur Ambès pour un électrolyseur de 300 MW, ce qui est beaucoup. Et alors, pour rester justement dans cette thématique encore des filières d'avenir, après on passera un petit peu sur la problématique, les problématiques des territoires. Alexandre, vous avec Tarmac RSF, vous travaillez justement sur, vous le présentez comme ça, la réduction de la boucle de recyclage. Alors justement, de quoi il s'agit concrètement et comment ça se matérialise dans les faits? Alors, depuis des années, nous travaillons sur le recyclage des avions et nous recyclons plus de 90% de la masse de chaque aéronef. Mais il n'y avait pas de technologie pour recycler le composite. Et le composite est de plus en plus présent dans les avions. Et donc il était soit incinéré, soit enfoui, donc plutôt enfoui à 80%. Un de nos partenaires vient de mettre en place une technologie qui va permettre de recycler le composite structural. Donc ça, c'est un premier point relativement important et novateur. Mais face aux enjeux de souveraineté et d'émissions de CO2, recycler ne suffit plus. Il faut aujourd'hui raccourcir les boucles de recyclage pour réutiliser des matériaux de qualité aéro dans la filière aéro. Alors qu'aujourd'hui, les matériaux dans leur boucle de recyclage vont être mélangés avec d'autres matériaux, vont perdre leurs propriétés et vont se retrouver dans une filière à propriété moindre, donc type bâtiment. Donc nous travaillons actuellement avec un certain nombre d'opérateurs en France
pour pouvoir raccourcir ces boucles de recyclage, garder ces matériaux aéros et pour pouvoir, notamment pour le titane et l'aluminium, les réutiliser par la suite dans la filière aéronautique. Et le gain de CO2 est d'au moins 10 fois par rapport à élaborer un matériau à partir de minerais. Pas d'annonce encore, confidentielle. Non, c'est trop tôt. Très bien. Pour rester sur le marché du recyclage des avions, comment vous projetez sur la montée en puissance de ce marché? Est-ce que vous avez quelles sont un petit peu vos perspectives sur vos 3 sites à moyen et long terme? Alors, les perspectives sur les 3 sites sont de continuer à croître en matière de parking, en tout cas sur les sites où c'est encore fortement possible. Et en termes de recyclage, nous allons au moins doubler nos lignes pour pouvoir faire face au retrait des avions de la flotte, donc des avions trop âgés ou trop pollueurs qui devront être retirés d'ici 2025-27 d'après les pronostics actuels. Très bien. On le voit, Stéphane, il y a quand même des industriels qui réinvestissent en France de manière fortement, comme Tarmac. Mais pour vous persistez, vous signez, vous dites que la désindustrialisation, c'est pas le fruit d'un problème du coût du travail en France, comme on a longtemps laissé penser, mais c'est avant tout un choix industriel. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette pensée? Un choix industriel, c'est peut-être beaucoup de dire, mais en tout cas, c'est vrai que on a eu un problème longtemps de positionnement de l'industrie française, pas sur l'ASD, mais ça explique aussi peut-être cela. Mais je pense à l'automobile, par exemple, et à ce type de filière où on n'a pas cherché forcément à être les meilleurs, mais on est rentré dans la logique du bas coût, en pensant qu'on allait trouver des marchés en baissant nos prix. Donc, toute une politique de réduction, finalement, sans fin depuis 30 ans, des coûts, des charges, etc., et dont on voit que les résultats sont pas spectaculaires, parce qu'au fond, les acteurs qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu en matière industrielle, c'est parce qu'au contraire, ils ont su se positionner sur un créneau élevé en termes de qualité. On cite toujours l'industrie automobile allemande, mais on pourrait dire de même de notre industrie aéronautique, mais disons qu'on n'a pas forcément fait le choix de développer des champions, à l'exception de ce secteur-là. On a le luxe, on a 2-3 sujets comme ça, mais sinon, on a fait le choix de s'engager dans une lutte plutôt sur la compétitivité prix, comme on dit. Or, sur la compétitivité prix, avec les pays émergents, on est toujours perdant à la fin, quoi. Donc, ce sont les pays qui ont réussi à garder le leadership sur leur filière qui s'en sont sortis très bien, comme les Allemands. Nous, on a souffert énormément et en plus, on a eu une culture française un peu particulière. Ça paraît étrange de dire ça aujourd'hui. Moi, je me souviens d'un grand chef d'entreprise, pour ne pas le nommer, qui rêvait d'une France sans usine. Et on avait tout ce discours sur les services qui allaient remplacer l'industrie, qui était un discours très, très français. Et qui a fait quand même pas mal de dégâts aussi, parce que on a considéré, y compris dans notre système de formation, que les métiers industriels n'étaient pas forcément à valoriser, mais que ce qui était très bankable, c'était la finance, c'était les services, c'était le conseil, voilà. Et que la France pensait pouvoir s'en sortir comme ça. Or, il n'y a pas de pays qui vit avec des services forts si derrière il n'a pas un tissu industriel fort. Voilà. Et c'est ce qu'on a appris à nos dépens des années 90 à aujourd'hui. Alors, les discours ont changé, il y a un certain nombre de dispositifs, il faut espérer que ce soit durable. Les deux, au final, sont un petit peu interdépendants. Anaïs, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. On parle de beaucoup de manque de foncier, aussi bien pour l'immobilier que pour l'industrie. D'ailleurs, le gouvernement a lancé le dispositif site industriel clé en main pour faire connaître les sites disponibles. Il y a la loi zéro artificialisation nette qui vient de se rajouter par-dessus ces complications. Finalement, le challenge de la réindustrialisation, est-ce que c'est pas celui-là, trouver le foncier disponible tout en respectant les ambitions environnementales françaises, européennes sur le sujet? S'il n'y avait qu'un enjeu foncier, je dirais que la réindustrialisation se ferait assez facilement parce que dans les faits, on a du foncier disponible en France.
La question, c'est est-ce que le foncier disponible est là où l'activité industrielle se crée? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que des friches industrielles, on en a aussi beaucoup dans l'est de la France, liées au mouvement de désindustrialisation, et que l'activité industrielle, la dynamique industrielle, surtout au cours de ces 10 dernières années, était beaucoup plus à l'ouest, tirée par toutes les dynamiques du naval, de l'aéronautique et même éventuellement de l'agroalimentaire. Donc l'équilibre, il est pas simple à trouver. C'est pas parce que on va résoudre l'équation du foncier qu'on va redonner aux gens l'envie de venir travailler dans l'industrie, puisque finalement, est-ce qu'on peut arriver à faire un match entre disponibilité du foncier et disponibilité des compétences? C'est pas dit. Qu'on va trouver le cadre réglementaire de long terme qui va permettre à l'industrie de s'épanouir, notamment un rééquilibrage réglementaire entre ce qu'on autorise à rentrer sur le territoire et les propres contraintes qu'on met à notre industrie qui crée quand même des biais de compétitivité. Je ne dis pas par là qu'il faut abaisser nos standards environnementaux et sociaux, je dis juste que quand on met des standards environnementaux sociaux élevés pour nos industries, c'est un peu dommage de laisser rentrer des produits moins disants sur le plan social, et que les réglementations qu'on met aujourd'hui de rééquilibrage à l'échelon européen, notamment avec la taxe carbone, ne sont pas satisfaisants dans leur construction actuelle. Donc, oui, le foncier est une part de l'équation, mais non, c'est pas l'unique partie. Et malheureusement, on a bien d'autres défis sur lesquels il faut travailler en même temps. On n'a plus le temps de les développer, mais on essaiera d'y revenir sur de prochains événements. Thibaut, justement, la zone du Verdon fait partie des zones fléchées sur le dispositif TIS industriel clé en main. Mais moi, je voulais surtout vous faire rebondir sur la stratégie d'anticipation technologique que vous menez au sein du Grand Port de Bordeaux sur le plan technologique. Est-ce qu'il y a quelques projets qui symbolisent un peu cette stratégie d'anticipation? Vous en avez un petit peu parlé avec les ENR, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on peut citer et qui illustrent cette anticipation de votre part? Alors oui, tout à fait. Alors encore comme tout à l'heure, je vais juste revenir pour compléter ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, le Verdon, site industriel clé en main pour effectivement ouvrir du terrain et avoir des démarches administratives simplifiées pour pouvoir accélérer les projets. Mais pour compléter ce qui a été dit là juste avant, effectivement, il faut raisonner un peu plus largement. Et aujourd'hui, on voit que tout ce qui est économie circulaire et écologie industrielle a aussi leur place. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, quand on monte des industries lourdes, on raisonne maintenant au niveau de la molécule souvent. Et effectivement, quand vous regardez le delta de certaines industries qui sont juste à côté, eh bien, il peut y avoir un intérêt finalement à se dire, bah voilà, il y a une molécule résiduelle chez cet industriel-là. Effectivement, il y aurait sans doute sens à pouvoir positionner ce nouvel industriel qui souhaite venir s'implanter juste à côté, puisqu'il y aura besoin aussi de cette molécule résiduelle. Donc, si vous voulez, il faut aussi raisonner sur ce paradigme-là. Et en allant toujours là-dessus, effectivement, par exemple, on a de la chaleur fatale résiduelle, par exemple, sur Bassins, et effectivement, on pense à développer des projets aujourd'hui à côté grâce à cette chaleur fatale résiduelle. Voilà. Ok. Oui, voilà, j'attendais ma réponse. J'ai cru que vous ne vouliez pas y répondre. Et comme on n'a plus de temps, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Si, je vais y répondre. Non, effectivement, on développe effectivement d'autres projets plus en lien avec l'innovation sur ce qui a été dit sur les différentes tables rondes avant. Puisque si on parle par exemple du projet Girondixel et Girondixel 3D, qui ont été des projets européens qui visaient notamment à schématiser l'estuaire et à accueillir des bateaux de plus grande taille, on voit que justement en optimisant la technologie, on est capable d'accueillir des bateaux de plus grande taille et de répondre aux offres du marché à venir. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là justement qu'on développe plusieurs projets européens et qu'on ouvre très prochainement le 9e site technopolitain en lien avec Bordeaux Techno-Ouest qui s'appellera Bordeaux Technoports et qui ouvrira dans quelques jours. Alors rapidement, une petite réaction, Alexandre. Est-ce que pour vous, le foncier est un sujet au sein de Tarmac Aérosev? Et après, je laisserai la primeur de la dernière question. Enfin, la dernière question à Stéphane. Non, c'est pas un sujet ni sur le site de Tarbes, ni sur le site de Teruel. Nous avons suffisamment de surface disponible que les aéroports pourront mettre à notre disposition. Donc ce ne sera pas un sujet aujourd'hui. Pas de volonté de nouveaux sites à tout hasard? Pas en Europe. Nous devrions suffire avec nos sites actuels. Maintenant, nous regardons pour des projets à l'international, oui, bien sûr. Très bien. Stéphane, on a parlé un petit peu de la loi ZAN. Il y a eu aussi la suppression de la CVAE,
qui, je le rappelle, est un petit peu ce qui motive aussi les territoires à attirer des industriels sur leur emplacement, sur leur foncier. Est-ce que ces mesures ne risquent peut-être pas de freiner la volonté des collectivités, justement, d'avoir une politique volontariste sur la réindustrialisation? En tout cas, ça n'aidera pas, ça c'est clair. Parce que c'est vrai qu'autrefois, les villes se battaient beaucoup pour accueillir des entreprises. Il y avait ce qu'on appelait la taxe professionnelle à l'époque. Donc il y a déjà connu des réformes importantes qui ont abouti à l'actuel CVAE, qui va maintenant être supprimé. Et on va, nous, si j'ai bien compris, en tout cas, compenser tout ça par une part de TVA. Bon, moi, je trouve que c'est problématique de séparer complètement le lien entre l'impôt qu'acquitte l'industriel et le territoire, parce qu'effectivement, on est dans une compétition sur le foncier avec des problématiques multiples à régler. Vous avez parlé des questions environnementales, mais il y a la mobilité, le logement, etc. On pourra en parler 4 heures. Voilà, et quand il faudra faire des arbitrages en termes d'urbanisme, ça ne sera pas un avantage d'avoir supprimé l'impôt économique local. D'une certaine façon, les collectivités réfléchiront peut-être à 2 fois avant de réserver leur terrain à de l'activité économique, ce qui peut être problématique. Mais bon, l'avenir dira ce que ça produit. Bon, merci à vous 4 pour la qualité de vos interventions. On peut les applaudir parce que bon, c'est pas un exercice facile. Je vais maintenant appeler sur scène Géraldine Rabier pour continuer la remise des trophées qui rythment notre journée, les trophées basses.